Chers collègues, si vous le voulez bien, on va procéder à l'audition de M. Lionel Stoléru, l'ancien ministre. Je pense que vous l'avez été il y a quelques années. Je ne vais pas faire effectivement de réminiscences trop longues, mais vous avez milité surtout pour l'institution d'un revenu minimum en France qui s'est concrétisé en 1988, je précise, avec la création de ce qu'on pourrait considérer comme l'allocation généralisée de l'époque, qui était le revenu minimum d'insertion, le RMI. Ça fait déjà donc plus de 25 ans que vous avez eu cette intuition et qui est aujourd'hui devenu le RSA. Mais qui est toujours un instrument évidemment important, un outil important pour lutter contre la précarité et permettre aux déshérités évidemment de bénéficier d'un revenu minimum. Vous êtes un ardent partisan du revenu universel, vous l'avez rappelé je crois récemment dans une tribune du Figaro. Le revenu de base recouvre, on l'évoquait à l'instant, en aparté, une grande diversité de projets, de visions de la société. C'est ainsi que ça traverse l'ensemble des formations politiques, de droite comme de gauche. Vous êtes vous-même prononcé à titre personnel pour un revenu fixé à 500 € par mois, mais je pense que vous aurez l'occasion de nous exposer votre vision dans ce domaine qui prendrait la forme d'un crédit d'impôt. En fait, la vraie question qui ressort de nos premières auditions, c'est ce que nous disions, c'est le financement de ce revenu. Je crois que sur le principe même, il y a encore évidemment des discussions, savoir s'il est opportun, bien sûr, d'avoir, en termes, je dirais, philosophiques, la question éthique se pose, par rapport au travail. Mais la vraie question pour nous, c'est comment on finance, au cas où nous arriverions à un accord sur un revenu, comment on le finance? Avec des revenus du travail, si le travail n'est plus aujourd'hui premier, ça pose problème. Si ce sont des impôts, il faut qu'il y ait des revenus, évidemment, pour imposer, d'une forme ou d'une autre, revenus sur le capital ou revenus sur les salaires. Bref, c'est une question sur laquelle, si vous avez, vous, une idée qui nous intéresse au plus haut point. Voilà, donc finalement, je vais vous laisser la parole en demandant à monsieur le rapporteur s'il a des questions ou une question plus précise à vous poser pour commencer. Oh, pas d'une question, mais un souvenir, monsieur le ministre. C'était des jours heureux. 88, vous proposiez dans un débat très simple, très clair, le RMI. C'était la seule grande proposition de la campagne de François Mitterrand. Et vous proposiez de le financer en rétablissant l'impôt sur les grandes fortunes. Tout le peuple de France, frondeur, comprenait RMI et impôt sur les grandes fortunes. Alors, est-ce que vous avez la même simplicité à nous proposer, cette fois-ci, pour le revenu universel? Voilà, monsieur le Premier ministre. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, de m'avoir invité. Si vous voulez bien, nous allons nous évader de l'actualité, du Brexit, de la loi El Khomri, et nous allons parler un peu de la condition humaine. Vous avez utilisé, Monsieur le Président, l'adjectif philosophique dans votre introduction. Les philosophes qui vous expliquent que la condition humaine est totalement différente de la condition animale sont des gens qui, en général, en se levant, savent qu'ils ont de quoi manger. Tel n'est pas le cas parmi les 7 milliards d'habitants de notre planète, pour 1, 2 ou 3 milliards,
du Bangladesh, d'Afrique noire, d'Asie, qui le matin en se levant, comme les animaux, ont pour seul souci de savoir ce qu'ils vont manger dans la journée. Comme les animaux. Alors évidemment, vous me direz que la France, les pays développés n'ont pas ce souci. Grave erreur. Plus d'1 million de repas servis par les restaurants du cœur, par des gens qui, autrement, auraient sans doute des difficultés à manger. Coluche mériterait un prix Nobel de quelque chose. C'est vraiment une œuvre admirable qu'il a faite. Et vous voyez comme moi des images de détresse de femmes, d'enfants qui font les poubelles, font les déchets des supermarchés, vont dans les marchés vers 14 heures à l'heure de fermeture. Et, mesdames et messieurs, tout cela est intolérable. Intolérable. Alors, il ne faut pas discuter du revenu universel en termes tout d'abord techniques. Il faut en discuter en termes effectivement philosophiques. Quelle idée se fait-on d'une société où, société développée, où les citoyens ne peuvent satisfaire aux besoins fondamentaux? Des besoins fondamentaux, il y en a 3. Manger, se soigner, se loger. Je dirais un mot pour commencer du dernier, se loger, pour dire qu'il n'est pas dans le sujet et personne ne sait comment le traiter. Depuis l'abbé Pierre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas beaucoup progressé sur le sujet. Les lois économiques du marché, que j'ai passé une partie de ma vie à enseigner, sont celles de l'offre et de la demande. Donc quand vous donnez une allocation de logement de 200 € à un étudiant, le seul résultat, c'est que le loyer de la chambre de bonne est augmenté de 200 €. Quand vous donnez un prêt zéro à des jeunes pour accéder à la propriété, le seul résultat, c'est que le prix de l'immobilier a augmenté en fonction de la baisse des remboursements d'intérêts. Le problème du logement, de ces 3 besoins, est à mon avis le problème le plus difficile. Vous parliez d'argent, Monsieur le Président, c'est le plus coûteux, 15 à 20 milliards de dépenses sociales d'allocation logement, et pour des résultats très, très mauvais. Le revenu universel dont je vais parler ne résout pas ce problème pour l'instant, mais il faudra bien un jour ou l'autre l'intégrer. Le deuxième besoin fondamental de la personne humaine, c'est se soigner. Je dirais qu'en France, ce problème est bien résolu. Nous avons un système de couverture sanitaire qui permet, je pense, à peu près à tout citoyen d'avoir un accès aux soins, quels que soient ses revenus. Et j'en viens donc au troisième besoin, au premier besoin par ordre hiérarchique, c'est manger. Alors là-dessus, tout d'abord, l'histoire avec un grand H nous incite à pas mal de modestie. Si vous prenez en particulier l'histoire des sociétés, l'histoire des religions, en Angleterre, on emprisonnait les pauvres dans des working houses, aux Pays-Bas, c'était pas mieux. En France, la tradition catholique a été très ambiguë.
Heureux les pauvres d'ici-bas, puisqu'ils seront les riches d'au-delà. C'est commode. Et ça permet de faire patienter, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une réponse au problème. Alors on peut évidemment avoir recours à des allocations en nature. Mais les allocations en nature ne sont pas satisfaisantes. D'abord, les tickets de tout ce genre qui existent aux États-Unis n'ont jamais bien résolu ce problème. Et puis, si je veux remonter encore un peu plus loin dans l'histoire, comme disait Confucius, donne un poisson à un pauvre, tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toujours. Ouais. Enfin, on peut compléter la phrase, tu le nourriras toujours de poissons. Encore que l'économie de marché permet d'échanger le poisson contre d'autres aliments. Donc, la solution au problème fondamental de manger, c'est de donner de l'argent. Nous y voici. Ce sujet me préoccupe depuis longtemps. Bon, je suis un enfant de la guerre, un enfant d'une famille juive immigrée qui a vécu pendant la période nazie dans le dénuement le plus total. Et voir que le problème de base de l'alimentation dans une société comme la France n'est pas bien résolu, comme je le disais, c'est pour moi intolérable. Lorsque j'étais au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, je lui avais demandé, j'étais pendant 5 ans, je lui avais demandé de prendre 3 mois pour aller à Washington étudier à la Brookings l'impôt négatif de Milton Friedman. Il y avait eu des tentatives, après Kennedy, de mettre en place un système d'impôt négatif, c'est-à-dire de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Il y a eu une célèbre expérience dite du New Jersey où pendant 3 ans, en taille réelle, on a distribué de l'argent dans 2 catégories, un groupe test et un groupe neutre pour voir s'il y avait des motivations différentes au travail. Et puis, c'est arrivé au Congrès américain. Ça passait pas trop mal jusqu'au moment où, au Sénat, le président de la Commission des Affaires sociales, le sénateur Long, qui était opposé au système, a réussi à trouver un cas particulier où quelqu'un qui toucherait la prestation du nouveau système gagnerait plus en ne faisant rien qu'en travaillant. Donc il a fait un effet oratoire très réussi au Sénat, en disant « pourquoi voulez-vous que… » etc., etc. Et le projet a été retoqué. Mais pas de beaucoup, enfin pas tellement de beaucoup. Donc je suis rentré des États-Unis avec la connaissance économique, technique et politique du sujet. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaincre la pauvreté dans les pays riches », juste avant que Valéry Giscard d'Estaing soit élu président. Donc je l'ai suivi à l'Élysée comme conseiller économique. Et bon, on en a parlé. Son opinion était celle du Sénat américain de dire qu'il n'avait pas de majorité pour faire accepter qu'on paye les gens à ne rien faire, que l'incitation à la paresse, ça passerait pas, et donc que non. Et puis, je n'y suis pour rien, je le dis, il a créé le minimum vieillesse.
peut-être, enfin j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai discuté avec lui de ça, mais peut-être les discussions qu'on avait eues l'ont conduit à cette décision qui ne posait pas de problème politique, puisqu'on ne va pas accuser les retraités d'être des fainéants. Donc pas d'incitation à la paresse, pas de problème, sauf l'argent à dépenser. Et bon, ça faisait partie du programme social. Et le minimum vieillesse a été créé avec un regard sur le passé qui était que la France était un pays d'inflation. On l'oublie un peu trop, que le problème de la France pendant 30 ans, c'était l'inflation et pas le chômage, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et donc, l'inflation avait ruiné tous les rentiers. Donc, le minimum vieillesse permettait de donner à manger aux retraités qui avaient tout perdu à cause de l'inflation. Bon, donc tout ça, je me suis occupé après d'autres choses. Et en 81, bouleversement politique bien connu. Donc j'ai repris, chacun est rentré chez soi des équipes giscardiennes, j'ai repris mes cours d'économie et j'ai continué à essayer de faire la promotion d'un revenu minimum sans un succès éclatant jusqu'à 1988 où, monsieur le rapporteur, vous l'évoquiez, monsieur François Mitterrand s'est présenté pour un deuxième mandat et il l'a fait sous forme d'une lettre à tous les Français qui était un encart de 16 pages, quelque chose comme ça, dans tous les journaux et magazines, que j'ai donc lu comme tout citoyen. Et puis à la page, je ne sais pas combien, j'ai lu avec stupeur, entre guillemets, et si je suis élu, je mettrai en œuvre le RMI proposé par M. Stoléru. Je n'avais jamais rencontré François Mitterrand, et je ne sais pas comment c'est arrivé dans la lettre à tous les Français, mais enfin bon. Il a été élu, il a nommé Michel Rocard comme Premier ministre, et Michel Rocard a fait un gouvernement d'ouverture où il y avait 40 ministres, 20 socialistes et 20 non-socialistes, et il m'a demandé de venir créer le RMI conformément à la lettre à tous les Français. Alors c'est très intéressant parce que donc entre 1974 où c'était impossible et 88 où ça devenait possible, donc pendant 15 ans c'était impossible. On a mis 3 semaines à faire la loi sur le RMI et elle a été votée à l'unanimité, ce qui n'est pas tellement courant. C'est ça la politique. Quand on a une volonté, on fait les choses. Et tous ceux qui vous expliquent « Ah ben c'est très bien ce que vous dites, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président, c'est très intéressant, mais malheureusement c'est impossible ». Combien de fois j'ai entendu ça dans toutes mes activités gouvernementales, comme secrétaire d'État au travail, etc., etc. Non, c'est pas ça. Quand on veut, on peut. Donc nous avons créé le RMI, ce dont j'étais fort satisfait aux 3/4 seulement, parce que le RMI, c'est quand même extrêmement simpliste. Vous donnez actuellement 460 € à quelqu'un qui n'a rien du tout, mettons 500 pour arrondir, et quand l'intéressé gagne 100 €, eh bien, il perd 100 € de RMI, il ne touche plus que 400, de sorte qu'il n'a rien gagné du tout. C'est vraiment pas incitatif au travail. Et donc, moi j'avais dit à Michel Rocard, c'est pas bien, il faut que ce soit dégressif. Il faut qu'on ait intérêt à travailler, il faut qu'on ait intérêt à gagner de l'argent. Il m'a dit, écoute, c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est une mesure simple, tout le monde comprend ça, et en plus, c'est une mesure qui coûte 3 fois rien.
En effet, si vous y réfléchissez, donner 500 € à ceux qui n'ont rien, et dès qu'ils ont 100 €, 200, 300 € et 500 €, ils n'ont plus rien, c'est quand même une tranche de population qui n'est pas considérable. Ce qu'on leur donne, c'est pas énorme. Et donc, ça a coûté 3 milliards ou 4 milliards, c'est-à-dire rien du tout, d'autant que politiquement, on avait fait l'impôt sur les grandes fortunes qui rapportait à peu près autant. Donc, ça équilibrait les choses d'une manière un peu hypocrite, mais ça équilibrait les choses. Donc, une mesure simple, votée à l'unanimité, qui coûtait presque rien. Que demander de plus? Eh bien si, quand même, l'économie a ses lois et un système qui n'est rigoureusement pas incitatif au travail, c'est quand même pas un bon système, surtout quand on commence à rentrer dans des zones de chômage de masse où les gens se disent bah quand même il faut se remuer un peu. Alors évidemment, RMI, c'est revenu minimum d'insertion. Enfin, comme vous savez très bien, mesdames et messieurs les sénateurs, le I était là pour le vocabulaire, mais personne n'a jamais pensé qu'il y aurait un contenu au I d'insertion, pour la bonne raison qu'on ne savait vraiment pas ce qu'il faudrait faire pour lui donner un contenu. Mais enfin, politiquement, ça faisait bien. Bon, donc au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte des insuffisances du RMI, et Martin Hirsch a eu la bonne idée de dynamiser le système avec le RSA, qui est un RMI dynamique, puisque cette fois-ci, quand vous commencez à gagner de l'argent, eh bien, on ne vous retire pas la totalité de ce que vous avez gagné. Alors, je voudrais dire quelques mots là-dessus. Bon, c'était... donc, moi, je venais de la droite et j'avais travaillé pour François Mitterrand, Michel Rocard. Martin Hirsch venait de la gauche, il travaillait pour Nicolas Sarkozy. Et... si je peux me permettre une digression personnelle, le hasard fait que c'est ma fille qui était sa directrice de cabinet. Enfin bon, donc c'est resté en famille. Et donc ils ont conçu le RSA avec un taux de dégressivité. Quand vous gagnez 100 €, vous gardez une partie du RMI devenu RSA. Toute l'astuce, c'est combien? À ma grande surprise, notamment dans mes discussions avec ma fille, Bercy a accepté 62%. Quand vous gagnez 100 €, votre RMI ne diminue que de 38 et vous gardez 62. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi Bercy a-t-il fait preuve d'une telle générosité? J'en reste émerveillé. Et en plus pas content. Parce que quel est le résultat arithmétique? D'abord, le résultat arithmétique, c'est que ça coûte beaucoup plus cher, évidemment. Puisque quand quelqu'un a 500 €, avant il n'avait plus rien, et là il a 500 € moins 5 fois 38, donc je vous laisse faire le calcul, 300 € qui restent. Et qui continue en diminuant seulement de 38 € chaque fois qu'il en gagne 100. Donc au lieu de 3-4 milliards, ça en coûte 10. Parce qu'évidemment, vous allez dans des tranches entre 500, 600, 700, 800, où il y a de plus en plus de gens. Alors que dans la tranche 0 à 500, il n'y a pas foule. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Mais je dirais que le reproche que je fais à ce système, c'est que ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que si vous faites le calcul arithmétique en enlevant 38 chaque fois que vous gagnez 100, pour arriver à 0 de RSA,
vous êtes quasiment au SMIC. Et en fait, vous êtes un peu plus que le SMIC. Ce qui fait que le RSA donne de l'argent non seulement aux gens qui n'ont rien, mais à ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Et ce n'est pas le sujet. C'est un mélange de genres qui est très malsain. Les salaires, c'est une chose. La protection sociale contre la pauvreté et la misère, c'est une autre. Et le RSA, avec ce taux très généreux de 62%, arrive à une confusion des genres dont on voit quelques conséquences aujourd'hui, notamment dans ce débat politique insupportable entre l'assistanat et l'assistance, où notamment parmi mes chers amis de droite, il y en a pour expliquer que c'est un scandale qu'on assiste les gens comme ça. Et on arrive à ce résultat politique d'avoir créé un débat sur un sujet qui n'en est pas un. Donc je continue à me demander pourquoi on a mis 62-38. J'y ajoute en prime qu'aucun citoyen concerné n'y comprend rien, donc ils ne savent pas si c'est 38 qui gagnent ou 38 qui perdent, ou si c'est 62 ou 62. Ils ignorent même 62 et 38. Alors que si j'avais été en charge de ce dossier, j'aurais proposé 50-50, ce qui a le mérite de la simplicité, au moins 50-50. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'on garde et ce qu'on perd. Et puis surtout, 50-50, par définition, à 1 000 €, vous arrêtez. Et donc en dessous du SMIC. Donc je persiste à me demander pourquoi ça ne fait pas partie du débat, et peut-être que dans votre honorable commission, vous pourriez évoquer ce sujet que même Christophe Sirugue, d'ailleurs, n'a pas évoqué, comme si, 38-62, c'était un chiffre de démonstration mathématique qui tombait du ciel, comme le chiffre pi ou quelque chose comme ça. Et donc, je trouve que, du coup, ça fausse les discussions actuelles. Écoutez le débat entre l'assistanat et l'assistance que nous allons subir jusqu'en mai 2017, hélas, et où l'on repose des questions que je pensais révolues. Alors le RSA, le RMI, le I, c'était insertion, le RSA, le A, c'est activité, et qu'il n'y a pas plus de contenu que le I d'insertion, sauf à faire bien également dans le débat politique, puisque ça permet de dire que l'on promeut l'activité. Martin Hirsch aurait pu faire voter le RSA à l'unanimité. J'ai toujours pas très bien compris pourquoi la majorité de droite de Nicolas Sarkozy a fait tout ce qu'il fallait pour que la gauche ne le vote pas. La gauche n'était pas du tout hostile à l'idée du RSA, la transformation des RMI en RSA, mais on ne peut vraiment pas dire qu'on est encouragé à avoir un vote consensuel sur ce sujet. Alors j'en arrive au revenu universel. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez encore. Vous avez encore pas mal de temps. On a prévu à 16h30 le succès, l'autre audition. Je ne vais pas faire un monologue interminable. Laisse du temps. J'en arrive au revenu universel en sautant par-dessus la prime d'activité qui est bien, puisque la prime pour l'emploi était totalement incompréhensible. Martin Hirsch n'avait pas réussi à la fusionner avec le RSA. À la suite des travaux de Christophe Sirugue, la prime d'activité regroupe le RSA et la prime pour l'emploi, donc ça c'est très bien. J'ai pas très bien compris dans cette histoire ce qu'est devenu le taux de dégressivité, mais j'ai pas réussi à avoir d'informations là-dessus d'ailleurs. Mais enfin, grosso modo, c'est une bonne chose d'avoir supprimé la prime pour l'emploi qui était totalement incompréhensible.
Et donc nous sommes dans le système prime d'activité. Les dernières péripéties ou avatars ont été le deuxième rapport de Christophe Sirugue, dont j'apprécie beaucoup les travaux. Je dois dire que vraiment, voilà un député qui connaît à fond son sujet et qui fait un travail extrêmement approfondi, documenté. Et tout comme le premier rapport, ce deuxième rapport est tout à fait remarquable. Il fait un pas de plus que de fusionner la prime pour l'emploi et le RSA, en proposant de fusionner la dizaine de minima sociaux dans le scénario 3, qui, j'allais dire, pollue un peu le système. Le mot est excessif, mais qui complexifie le système, avec un sort particulier pour la prime au handicap. Donc ce scénario numéro 3 me paraît tout à fait très bien. Je ne sais pas pourquoi il faudrait attendre 2 ans pour le mettre en œuvre. Alors toute la presse n'y a lu que l'intégration des jeunes. Bon, ça fait partie du rapport, mais tout le reste n'implique pas forcément l'intégration des jeunes. L'intégration des jeunes est un vrai sujet, on pourra en discuter. Mais enfin, la mise en œuvre du scénario 3 de Christophe Sirugue, pour tout le monde, en laissant de côté le problème des jeunes, ça ne demande pas 2 ans, on peut le faire tout de suite. Je ne sais pas pourquoi on attend. Et on en arrive maintenant à la discussion d'une étape suivante, dite revenu de base, revenu universel, ou autre vocabulaire. Donc, de Milton Friedman au RMI, enfin, et de ce que j'ai fait jusqu'au RMI, il s'est passé une quinzaine d'années. Du RMI au RSA, il est passé 20 ans. Du RSA au revenu universel, comptons 15 à 20 ans. Mais l'histoire est en marche et elle ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que le revenu universel est le débouché normal et final. C'est l'étape finale dans les sociétés développées de cette appréciation de la condition humaine, en reprenant les mots du début de ce que j'ai dit. En effet, le RMI avait apporté une innovation importante, pas seulement de donner de l'argent, mais donner de l'argent à n'importe qui, indépendamment de son statut. Alors que toutes les prestations, il faut rentrer dans le cadre de ci, de ça, avoir fait ça, être dans quel groupe, dans tel groupe social, avoir été salarié ou pas salarié, ce que je sais. Le RMI, on ne vous demande rien du tout, vous n'avez pas de revenus, vous avez 500 €, point. Le RMI est déjà universel. Le RSA est déjà universel. Le revenu universel va plus loin dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est de l'individualiser. C'est un sujet de débat important. Le RMI et le RSA sont familiaux. Le revenu universel est individuel. Tant par personne, on ne vous demande pas si vous êtes marié ou pas marié. Le problème des jeunes se pose comme pour la prime d'activité ou le rapport Sirugue. Donc laissons-le de côté pour l'instant. Et donc, vous avez, mettons toujours 500 € pour prendre des chiffres simples, par individu.
c'est plus généreux que le RSA, puisque quand vous êtes en couple, vous n'avez pas 2 fois 500 euros. Bon, donc c'est une différence. Et puis, évidemment, la deuxième différence majeure, c'est qu'on ne vous demande pas si vous avez des revenus. Le RMI, le RSA, la prime d'activité, ah bon, vous avez combien de revenus? Ah bon, bah, vous avez droit à tant. Le revenu universel, vous êtes citoyen français, bon, ben voilà, 500 euros par mois. Peut-être pas de la naissance à la mort, mais mettons de, je sais pas, 20 ans jusqu'à la mort. Alors, quels que soient vos revenus. Alors évidemment, dans ce débat, on voit naître deux controverses fondamentales. La première, qui m'étonne toujours, c'est « Ah bon, on va donner de l'argent aux gens qui font rien ?» Alors ça, je croyais avoir exorcisé ce démon avec le RMI. Et quand j'entends quelqu'un me dire ça, je lui dis, écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 88, 98, 2008, ça fait 28 ans qu'on fait ça, qu'on donne 500 euros aux gens qui ne foutent rien. Ah bon? Ah bon? Ah oui? Ah oui? Ah bon? Bon. Bon. Quand même, moi le contribuable, alors moi je travaille pour que les gens foutent rien. Donc ce débat que je croyais terminé depuis 88, en considérant que, bon, on avait accepté une fois pour toutes que les gens qui n'ont rien aient de quoi manger. Avec 500 euros, on mange. Ça fait 15 euros par jour. Avec 15 euros par jour, on ne meurt pas de faim. Ce n'est pas un détail. Donc je pensais que ce débat a été clos, pas du tout. Il ressort maintenant. Alors, je sais bien qu'on est en campagne politique, il y a l'extrême droite, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le front de gauche, etc. Bon. Mais enfin, quand même, c'est assez déprimant de voir ressortir ce sujet que je considérais clos une fois pour toutes. Il y a derrière ce débat, à nouveau, une réflexion sur la condition humaine qui est tout à fait intéressante. Le premier aspect que j'ai évoqué, c'est satisfaire le besoin fondamental de manger. Le deuxième aspect dont on parle peu, c'est le libre arbitre. Moi, j'ai de quoi manger, 500 euros par mois. Ce qui m'intéresse, c'est de peindre des paysages. Alors, j'ai pas de quoi me loger, c'est sûr. Mais enfin, je me fais une cabane au fond des bois. Et ce que j'aime, c'est peindre les paysages. 500 euros par mois, ça me suffit. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'écrire des poésies et des livres. Ils se vendent ou ils ne se vendent pas, ça m'est égal, c'est ça qui m'intéresse. J'ai de quoi manger, ça me suffit. Etc. Et je trouve ça très bien. D'abord, il n'y a pas foule de gens qui ont une passion telle qu'ils acceptent de vivre comme ça, mais après tout, pourquoi pas? Et peut-être que Van Gogh ne se serait pas suicidé s'il y avait eu le RMI. Donc, le génie et la misère peuvent faire bon ménage, et si on peut enlever le côté misère, pour ce que ça coûte, vraiment, c'est pas choquant, à mon avis. Bon, ça c'est le premier sujet qui ne devrait plus ressortir, près de 30 ans après le RMI, et qui, hélas, ressort dans le débat présidentiel actuel. Débat revenu.
Le deuxième sujet, évidemment, tout nouveau, c'est le chèque à Madame Bettencourt. Donc, ah ouais, alors vous allez donner 500 € par mois à Madame Bettencourt. Eh oui. Ah bah dites, hein. C'est pas moi qui vais voter pour vous. Hein. Bon. Alors, quelle est la réponse La réponse rationnelle, pour autant qu'on soit dans le pays de Descartes, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, Madame Bettencourt. Elle paye, je dis un chiffre au hasard, 14 350 000 € d'impôts sur le revenu et divers. Donc elle va en payer 14 350 000 moins 500. Et si vraiment ça vous choque, on peut faire une dernière tranche augmentée de 500 €, comme ça on récupérera les 500 € de Madame Bettencourt. Donc il y a une réponse technique facile, mais la réponse politique, moi qui ai vécu la réponse politique du bas de l'échelle, c'est-à-dire payer des gens à rien faire, donner de l'argent à des gens qui ne font rien et encourager la paresse, je me rends compte que le débat sur le revenu universel partie supérieure pourrait être assez intéressant. Et donc c'est un débat 100% politicien, puisque il est évident que les solutions fiscales sont très faciles. Alors l'important pour votre commission, c'est ce qui se passe entre 0 et l'infini. Donc 0, c'est la misère, celui qui n'a rien, et l'infini, je parlais de Mme Bettencourt, et c'est les hauts revenus. Moi, je ne parle même pas de Mme Bettencourt, hein. Moi ça ne me choque pas du tout que Carlos Ghosn gagne 1 million d'euros par mois. Il gère bien Renault apparemment. Il gagne 1 million d'euros par mois, ben, tant mieux pour lui, je ne sais pas ce qu'il en fait, peu importe. S'il veut bien payer des impôts en France, ben c'est très bien. J'ai professé l'économie de marché, écrit de nombreux livres sur ce sujet. L'économie de marché s'accommode très bien d'un plancher de revenus vers le bas. L'économie de marché ne s'accommode pas du tout d'un plafond de revenus vers le haut. Si vous plafonnez les revenus en économie de marché, vous tuez une économie de marché. L'économie de marché est fondée sur l'enrichissement. Si vous interdisez l'enrichissement, vous tuez l'économie de marché, et notamment en économie ouverte. Donc, laissons Mme Bettencourt avec sa fortune, laissons M. Carlos Ghosn avec son million d'euros mensuels, et regardons plutôt ce qui se passe pour l'ensemble des citoyens français. Alors, le revenu universel par rapport au RMI, RSA et prime d'activité a une autre caractéristique majeure, c'est qu'il est fiscal. Donc on sort du système social. En France, il y a un système social, il y a un système fiscal. Dans le système social, il y a les partenaires sociaux, il y a les collectivités territoriales, il y a des associations, il y a la gestion paritaire, il y a plein de trucs et de machins. Là, donc pour délivrer en ce moment la prime d'activité, le RSA, vous connaissez les formulaires et tout le système. C'est très compliqué, ça coûte très cher en gestion. Et le revenu universel balaye tout ça. Il n'y a plus rien du tout dans le système social. Il y a uniquement un système fiscal qui en France fonctionne pas si mal que ça, comme dans la plupart des pays développés. Enfin, je ne parle pas des paradis fiscaux, mais je parle du système fiscal. J'évoquais le système de soins tout à l'heure.
Système de soins, vous vous mettez sur Internet pour votre compte sécurité sociale, vous avez l'état de votre compte, les dépenses, les recettes, enfin les recettes il n'y en a pas, donc vous avez l'état de votre compte santé. Et pour les impôts, c'est pratiquement fait. Vous avez maintenant un compte fiscal où la déclaration d'impôt devient obligatoire en ligne. Donc, dans le monde moderne, sur Internet, vous avez un compte fiscal où vous avez l'enregistrement de vos recettes, de vos revenus, et l'enregistrement des impôts qui vont avec, et l'état de votre compte, ce que vous devez, soit en mensualisation, soit en tiers provisionnel, selon le système que vous avez choisi. Donc vous avez en temps réel votre compte fiscal. Le revenu universel, c'est ça. C'est-à-dire sur le compte fiscal, au 1er de chaque mois ou au 30 de chaque mois, je ne sais pas, vous avez plus 500. Comme si vous aviez votre compte en banque où vous avez une rente de 500 € de je ne sais pas qui. Donc sur votre compte fiscal, vous avez chaque mois plus 500. Si vous n'avez aucun revenu, eh ben à la fin du mois, plus 500, le Trésor public vous envoie un chèque. Ce qui est déjà le cas dans pas mal de situations où il y a des remboursements d'impôts. Donc vous recevez votre chèque de RSA devenu revenu universel de 500 € par individu. C'est un compte individuel. Bon. Et donc vous avez plus 500 et puis vous avez vos revenus et tant que vous avez 0 ou presque, vous avez plus 500. Quand vous avez un peu plus, vous avez plus 400, plus 300, en fonction du taux de dégressivité du barème fiscal. À un certain niveau qui peut être, moi je parlais de 1 000 €. De 1 000 €, le plus 500 est devenu 0. Et puis après, vous entrez dans le moins quelque chose et c'est vous qui payez des impôts. Donc vous avez un barème parfaitement continu d'impôts avec un crédit d'impôt qui vous est versé par chèque lorsque le solde mensuel négatif, net est négatif. Et puis, quand vous gagnez des revenus, ce crédit d'impôt diminue et disparaît. Et puis, à vous de jouer maintenant pour payer au Trésor public votre contribution fiscale aux dépenses nationales. Donc, c'est d'une simplicité parfaite. Je ne dirais pas que c'est aussi simple que ce que je viens de raconter, parce que quand vous avez des recettes annuelles par nature qu'il faut un peu mensualiser, tout ça peut s'arranger, comme c'est d'ailleurs en train de se faire avec la retenue à la source, qui est un système où là non plus on ne sait pas chaque mois ce que sont vos recettes et vos dépenses. Mais on prend le taux de l'année précédente et on vous prélève au taux de l'année précédente et puis on adapte le tout en fin d'année. Donc il y a des solutions qui existent déjà pour que chaque mois le compte fiscal puisse être à peu près adapté à la réalité. Et donc on n'a plus les caisses d'allocation familiale, les départements, les régions qui se bagarrent avec l'État pour savoir qui paye le RSA. Et une partie, on renationalise un petit bout, non, c'est à vous, etc., etc. Fini. On a uniquement un barème fiscal négatif au début, qui devient 0, puis qui devient positif. Alors je termine en répondant à votre question sur combien ça coûte, monsieur. Le suspense commençait à être lourd. Monsieur le Président, ce n'est pas la question essentielle. Ah.
Vous avez pu voir le référendum. Vous avez pu voir le référendum suisse. Oui. Ça n'a pas été la question essentielle, combien ça coûte. Les Suisses ont voté sur la condition humaine, sur le principe philosophique de on aide ou on n'aide pas. Et si vous regardez la campagne, vous devriez inviter un responsable suisse dans vos auditions, vous verrez que le chiffrage n'a pas été l'élément déterminant du vote. Pas du tout. Je suis convaincu qu'en France, ce n'est pas non plus ce qui serait le déterminant du vote. Si l'on discutait de ça, je pense que le chèque à Mme Bettencourt occuperait beaucoup plus de place dans les débats que le coût budgétaire. C'est qu'en effet, il n'y a pas de problème de coût budgétaire, il y a un curseur. Bon, les modèles mathématiques, ça existe à la direction des impôts, ils font ça très bien. Donc moi j'évoquais le coût du RSA à 38% ou le coût du RSA à 50%. Vous calculez tout ça et vous établissez votre barème fiscal de moins quelque chose à plus quelque chose avec le point zéro, de façon à ce que le coût budgétaire, l'impact budgétaire soit nul. Il est clair qu'on paye suffisamment d'impôts en France comme ça, qu'il faudrait plutôt en 2017 baisser le taux d'imposition que le monter. Mais rien de plus facile. Vous dites quel est le budget que vous consacrez à cela, et vous calculez le barème d'impôt qui convient. Alors, me direz-vous pas, qui gagne, qui perd? Ah ben ça, c'est sûr, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Donc sur la totalité de 0 à l'infini du barème fiscal, sauf à faire une usine à gaz, je vous dis pas. Donc si on prend un barème fiscal progressif avec 2 ou 3 taux et tranches, quelque chose de raisonnable, je ne peux pas vous dire cas par cas qui gagne et qui perd, mais c'est sûr qu'il y en a. Il y a des individus et des ménages et des familles qui gagnent et des familles qui perdent. Bon, on a fait des chiffrages aussi précis qu'on peut les faire. Ça n'a pas l'air dramatique. Il n'y a pas un point où vraiment il y a une catastrophe sur tel niveau de classe moyenne, c'est l'horreur. Non. Même avec un barème assez simple, quand vous accumulez tous les minima sociaux et tous les trucs qui existent, en fin de compte, la complexité devient une simplicité. Vous avez presque un barème presque linéaire du système actuel, bien que ce soit l'empilement d'un millefeuille pas croyable, enfin d'un 10 feuilles pas croyable. Donc voilà, Monsieur le Président, le coût du revenu universel, il est ce qu'on voudra en faire. Point final. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de cet exposé que j'ai trouvé passionnant. Pour ma part, passionnant et limpide dans ses conclusions. N'est-ce pas, Daniel? Oui, limpide. Limpide. Maintenant, je ne vais pas dire que pour autant tout est résolu, mais en tous les cas, je pense que vous avez apporté, par rapport aux auditions précédentes, quelque chose de supplémentaire à la compréhension, parce que vous l'avez bien replacé dans un contexte, comme vous l'avez dit, essentiel, quoi, existentiel. Et c'est ce que j'attendais d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai posé en gros le problème au départ, avec une conclusion aussi que nous attendions, savoir comment on paye, quoi. Voilà. Alors je pense qu'il y a quand même encore des questions, notamment peut-être du rapporteur, puis ensuite de mes collègues. Monsieur Delège a des questions. Non, mais c'était une fable de La Fontaine. Fable de La Fontaine. Ouais. La simplicité, la limpidité et la morale apparemment inéluctable et abordable rappelait le côté incomparable qui a enchanté notre jeunesse. Mais l'impôt sur le revenu ou la fiscalité, comme vous le savez, sont en France d'une complexité redoutable, que vous avez simplifié à l'extrême dans votre conclusion.
Et les débats promettront d'être, comme vous l'avez dit, très très intenses. Chers collègues. Merci Monsieur le Président, surtout merci Monsieur le Ministre de cet exposé très clair qui tranche un peu avec celui que nous avons eu précédemment, et donc ça prouve que ces auditions sont complémentaires. Moi j'aurais une question un peu technique. Quelle différence entre votre dispositif et ce qu'on appelle le crédit d'impôt ou l'impôt négatif? Bon, il n'y en a pas vraiment. On n'a pas vraiment l'idée. En fin de compte, c'est l'idée de base de Milton Friedman, qui était une idée simple, et en fin de compte, on la retrouve dans des systèmes après 50 ans. L'idée, c'est vraiment un impôt qui commence à être négatif, qui est donc un crédit d'impôt, effectivement. Quand on n'a pas de revenus, ben, c'est le Trésor qui vous envoie un chèque mensuel. Et puis le chèque diminue au fur et à mesure qu'on a des revenus. Il y a un moment où le chèque c'est 0. Et puis après, c'est vous qui envoyez le chèque. Donc c'est un continuum de barème fiscal qui commence par un crédit d'impôt et qui se termine par des perceptions d'impôts. C'est très intéressant de sortir du système social et d'entrer dans le système fiscal. Je dirais même que sur le plan sociologique, je reviens toujours aux considérations humaines, c'est très différent. C'est très différent d'être dans un système fiscal pour tous et d'être dans un système social où on veut bien vous verser de l'argent. Il y a un sentiment d'une certaine humiliation. Pas pour tout le monde, bien sûr, qui est que vous faites des démarches pour qu'on veuille bien vous donner de l'argent, alors que le revenu universel, vous ne faites aucune démarche, c'est votre droit. Là aussi, c'est votre droit, mais d'une manière qu'on vous fait sentir. Alors, moi j'ai quand même, peut-être y a-t-il des questions, hein, allez-y, chers collègues. Moi, oui, j'en ai. Yves Rome, sénateur de l'Oise, ça vous rappellera quelque chose, monsieur Chollet. Bon, votre démonstration a été presque trop parfaite, puisqu'elle en arrive à une simplicité extrême. Ça ne coûte pas plus que les sommes que l'on consacre aujourd'hui à la gestion de ce qu'on appelle les affaires sociales, ou la protection sociale au sens large du terme. J'aimerais connaître si le dispositif auquel vous arrivez in fine exclut l'ensemble des autres aides qui accompagnent nos concitoyens, domaine les garanties jeunes, les aides au logement, la protection sociale, les allocations familiales, etc. Si cela se confond dans le dispositif que vous avez vous-même défini, quasi implacablement, accompagné de vos modèles mathématiques. Ouais. Non, santé, chômage, retraite sont en dehors. Logement, j'en ai dit un mot au début. C'est une épine dans le système. Ça coûte très cher, les aides sociales actuelles ne sont pas efficaces et on ne sait pas comment les intégrer au revenu universel. On pourrait, mais... Enfin, là-dessus, c'est vrai que le débat n'est pas terminé au sein de tous ceux qui tripatouillent le système de revenu universel. Sinon, le rapport Sirug a fait le tour de toutes les formes d'assistance. Alors, il reste en plus, évidemment, ce qui est donné ici et là, le transport gratuit dans telle ville, le cinéma ou le théâtre, voilà, ou l'allocation de ci, ou la réduction de ça pour entrer dans les musées, etc. Enfin, tous les petits avantages qui, en fin de compte, voilà. Bon, ça, évidemment, c'est pas dans le revenu universel. C'est pas toujours négligeable, notamment il y a
transport gratuit. Eh oui, l'allocation transport gratuit. Oui, avec votre permission, Monsieur le Président, dans le prolongement de la question d'Yves Rome, qu'est-ce que devient le quotient familial dans ce dispositif? C'est à débattre. C'est à débattre. Évidemment. Bah, dans la simplicité qu'est la vôtre, il peut être en principe, il est supprimé. Alors, évidemment. À partir du moment où le revenu universel est individuel, il n'y a pas de raison qu'il y ait un avantage pour les familles pour un nombreuses. couple. C'est... Non, mais je ne vous ai pas caché qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Hein. Une réforme quand même de cette ampleur. J'ai une question, Monsieur le Ministre, qui à mon avis peut éclairer aussi le débat. Ce revenu universel est versé dès la naissance. Ah bon, ça, j'ai pas parlé des jeunes. Vous n'avez pas évoqué. Non. Parce que à la naissance, on n'a pas de revenu, c'est sûr. Donc on n'a pas d'impôt. Évidemment, il est familial. Non, j'ai pas parlé des jeunes. Et ça, c'est ni pour le rapport Sirugue, question. Ni pour le revenu universel. Bon, ça fait partie du débat politique qui pourrait avoir lieu, qu'on entend sur la proposition Sirugue d'étendre la prime d'activité aux jeunes, et qu'on entendrait encore plus si on va donner le revenu universel à la naissance. Bon, ça se négocie, comme dit l'autre. On n'est pas obligé de le donner à la naissance, on peut le donner à 0, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 18 ans. D'accord. Vous parlez effectivement dans les modes de financement de passer du tout social au tout fiscal. Est-ce à dire que le tout social doit disparaître une fois le revenu universel instauré? Ou est-ce qu'il y a toujours nécessité d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi ou qui sont dans la plus grande difficulté, que le revenu universel ne va pas sortir immédiatement de leur statut de difficulté pour avoir présidé au destiné d'un département pendant plus d'une décennie? On connaît la réalité de ces publics qu'il est difficile de tirer du socle de l'enfermement que ce que certains appellent l'assistance ou d'autres l'assistanat, mais avec tous les débats que cela implique aussi. Non, le système santé est en dehors, le système retraite est en dehors, le système chômage est en dehors. Bon, vous donnez aux gens de quoi manger. Je reviens à ça. Bon, il faut quand même regarder les choses en face. Bon, il y a 1 million de personnes qui vont tous les jours, enfin pas tous les jours, qui vont au restaurant du cœur. Bon, vous trouvez ça normal dans un pays comme la France? Bon, moi pas. Donc, vous donnez aux gens de quoi manger. Après quoi? Il s'agit de leur donner les moyens de se réinsérer dans la société. Et ça, bon, le I du RMI l'a pas fait, le A du RSA le fait pas plus. En France, on le fait pas bien. Il y a des pays qui font ça mieux que nous. Les dispositifs d'insertion. Moi, il se trouve que depuis toujours, je m'occupe également très précisément du problème des prisons. J'ai créé il y a 40 ans le GENEPI, le groupement étudiant national, tous les jeunes qui vont, il y a 1300 étudiants qui vont chaque semaine dans toutes les prisons de France à la rencontre des jeunes détenus. Et je travaille sur justice deuxième chance pour, à la sortie de prison, le retour à l'emploi. Bon, c'est pas le revenu universel qui va régler ce problème, c'est clair. Ça demande un accompagnement du retour dans la société. Donc oui, bien sûr qu'il y a place pour un système social, mais qui ne soit pas le système financier. Je pense qu'effectivement, il faut bien dissocier l'aspect financier, budgétaire. Bon, il s'agit de donner de quoi vivre, minimum. Et puis après, il y a le problème de l'activité. Je crois que d'avoir voulu...
pour Martin Hirsch. Résoudre cette équation, ça a compliqué le système. Oui. On avait travaillé ici au Sénat sur... C'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. On avait travaillé sur cette question, on n'arrivait pas tout à fait aux mêmes conclusions. C'était d'ailleurs avec Valérie Létard et ici avec une commission, une mission, je ne sais plus exactement quel était le rôle. Il y a eu un rapport. On n'arrivait pas tout à fait aux mêmes conclusions parce que la revendication de beaucoup de monde, c'était de dire c'est pas normal qu'on puisse gagner plus avec toutes les aides et les prestations que celui qui travaille. Et c'est vrai qu'il y avait des cas où il était prouvé, où on aboutissait à cela. Et donc, on est parti de ce constat pour essayer de résoudre. Et puis, on aboutit à un RSA qui ne résolvait rien. Qui était un RMI amélioré, vous l'avez souligné, d'ailleurs avec une complexité qui était de dégressivité qui n'était pas tout à fait simple à envisager, mais je crois qu'on n'a pas résolu le problème. Peut-être pourriez-vous suggérer... Est-il soluble ? Peut-être pourriez-vous suggérer de revenir à 50% de dégressivité. Oui, ça j'ai noté. Vous auriez le soutien de Bercy. Ouais. Et ça éviterait le télescopage avec les travailleurs pauvres. Oui. Mais après, pour remettre les gens dans le circuit du travail, bon, moi je m'en occupe beaucoup aussi. Je préside une maison de l'emploi, je préside la mission locale. Je veux dire, c'est beaucoup de gens qui font un travail admirable, mais la cause première, c'est éducatif. Oui. Je pense que, et ça ne se résume pas à l'apprentissage, c'est apprendre à lire les fondamentaux. Quand vous ne savez pas lire, écrire et compter, comment vous pouvez aujourd'hui imaginer de trouver un travail durablement ? Ça, si vous voulez élargir le débat... Ça élargit sacrément le débat, je sais. Donc on ne va pas l'ouvrir à l'instant précis. Mais c'est la vraie question pour moi. On ne peut pas la dissocier, mais c'est un problème politique, autre problème politique, qui n'est pas seulement de subsistance, mais d'existence aussi. Tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres questions ? J'en vois pas. Donc, il nous reste à vous remercier, Monsieur le Ministre, de cet exposé particulièrement riche et de cet échange qui, je l'espère, nous sera profitable, Monsieur le rapporteur. C'était une intervention très politique. Oui, très politique. Ah oui. Mais c'est bien. Oui et non, parce que, honnêtement, je n'imagine pas un quelconque candidat à l'élection de 2017 dire, comme François Mitterrand en 88, et si je suis élu, je mettrai en œuvre le revenu universel. Non, mais il faudra peut-être dire, j'expérimenterai. Ça serait déjà bien. Universel. Ça serait déjà bien. C'est ta grande idée. Sur la base du volontariat. Idée, oui. Ouais. Comme en Finlande. Comme en Finlande. Ouais. Ouais. Ça serait déjà très bien. Ouais. Un crédit d'impôt, c'est C'est plus possible. simple. C'est plus simple à Ouais. expérimenter que d'autres systèmes. C'est clair. On Très va y bien, réfléchir. Monsieur le En tous les cas, merci Monsieur le beaucoup Ministre. de votre rapport.